Chers auditeurs, c'est bien la RTNC, chaîne nationale émettant de Kinshasa. Nous sommes avec le professeur Nico Omeyonga, analyste, professeur d'économie. Et cet analyste socio-culturel, avec nous allons parler du terme dialogue, opposition dans la croissance et dans la connaissance du Congo. Bonjour professeur Nico Omeyonga. Bonjour messieurs les journalistes. Les dialogues dans la vie socio-économique d'une nation, d'une société, qu'est-ce que ça apporte et qu'est-ce que ça signifie? Il faut noter d'abord qu'on n'est pas de dialogue que quand on a des points de vue divergents. C'est-à-dire quand on est opposé en termes d'approche. C'est à ce niveau-là qu'on peut parler de dialogue. Le dialogue est important, c'est quand il y a deux tendances, trois tendances qui ne s'accordent pas sur un point de vue, sur une approche, sur une vision, sur un projet politique. Là, que si celui qui est dans les rênes du pouvoir n'arrive pas à fédérer tout le monde, c'est là où on a important, parce que sans concorde, on ne peut pas aller de l'avant. Voilà l'importance du dialogue, c'est pour apporter ne fût-ce qu'un consensus minimal pour permettre d'aller de l'avant, parce que sans cohésion nationale, sans concorde, rien de substantiel ne peut être au rendez-vous dans la gouvernance des pays modernes. Oui, nous avons parlé du dialogue, mais avant-hier, nous avons parlé de la palabre africaine. Elle est permanente finalement. La palabre africaine, c'est une vertu, mais une vertu qui a été même... si nous sommes caractérisés par cette vertu, et les mots, on peut les changer comme on veut, dialogue, palabre, ça reste, mais ils ont la même substance. C'est-à-dire, on a vu par le passé, même dans les sociétés traditionnelles, c'est la palabre qui est arrivée à résoudre les problèmes. Même maintenant, là, l'expérience sud-africaine, l'expérience de la RDC aujourd'hui, si nous parlons de la Troisième République, c'est le fruit du dialogue entre Congolais. C'est parce qu'on s'est mis ensemble, on s'est opposé, mais en discutant. On ne peut pas s'opposer si on ne se met pas autour d'une table pour discuter nation, pour discuter de la gouvernance. Donc le dialogue, c'est une vertu, c'est une bonne chose. Et pendant même remarqué dans tous les pays du monde, quand il y a guerre, la guerre finit toujours autour d'une table. Et quand on est autour d'une table, c'est le dialogue. Les pays en guerre, et l'unique voie qui nous reste pour le moment passe par le dialogue des forces vives de la nation. Et on doit se mettre autour d'une table et pour définir comment d'abord regarder d'où nous venons, où en sommes-nous, et nous. Et cela n'occulte pas, ce ne sera pas une prime à ceux qui ont, à tous ces fossoyeurs, à tous ces tueurs, à tous qui ont endeuillé. Non, le dialogue n'exclut pas la responsabilité. Non, parce que c'est pourquoi j'en appelle à la justice transitionnelle, parce que cela permet de réparer, parce que 10 millions de morts, on ne va pas effacer ces 10 millions de morts au motif qu'on veut dialoguer, on veut aller de l'avant. Donc le dialogue, c'est-à-dire il y aura des responsabilités, il y a des responsabilités imprescriptibles, des crimes imprescriptibles, il y aura, mais aussi on pourra se mettre d'accord comment demain nous allons pouvoir gouverner ce pays, parce que 3 décennies de tueries des Congolais, on en a assez, et surtout la prétention territoriale de nos voisins, on en a assez. Personne ne peut accepter la balkanisation. Voilà pourquoi je salue l'idée du président Martin Fayoulou, qui a initié le camp de la patrie, c'est-à-dire le camp qui rassemble tous les souverainistes comme nous, tous les patriotes qui peuvent se mettre en ordre utile pour faire barrage à tous les commanditaires et les sous-traitants de la balkanisation, pour que cela n'arrive pas et que le Congo reste indivisible, comme on dit, Congo et Lokomoko. Professeur Nico Omeyonga, est-ce que le dialogue signifie le départ toujours recommencé? Le Congo est déjà là, nous avons des institutions qui fonctionnent, on en fait un processus électoral, nous sommes aujourd'hui presque au 4e processus électoral. Nous allons dialoguer pour remettre ces processus en cause.
Non, le dialogue, c'est parmi les vertus de la démocratie. Même des pays à vieille tradition démocratique, quand il y a des problèmes sérieux, même en France, et même partout ailleurs, et surtout nous ici c'est grave, c'est un problème de survie de l'État congolais comme nation. Donc il n'y a pas de mal. Dialoguer, c'est échanger. Peut-être ce qui fâche, c'est parce que les gens croient que quand on dialogue, on veut remettre en cause l'ordre constitutionnel. Non, l'ordre constitutionnel sera respecté, mais au moins, on doit apporter des aménagements. Pourquoi les gens redoutent le dialogue? Pourquoi on a tant peur de la vérité? Mais nous devons nous mettre autour d'une table, que chacun dise pourquoi. On peut même poser la question, Nanga et ses amis, pourquoi vous avez pris les armes? Pourquoi vous ne les faites pas comme les autres qui sont réellement des opposants? Et c'est pourquoi je n'aime pas trop ce concept de l'opposition armée, non armée. Non, on ne peut pas avoir une opposition armée. L'opposition, les combats, c'est le combat des idées dans une république. Tout le monde doit être républicain. Un républicain ne peut pas recourir aux voies de fait. Il ne peut pas recourir à l'épée pour trouver gain de cause de ces problèmes. Les problèmes, il faut les faire valoir. Il faut avoir des idées. Et d'ailleurs, ceux qui recourent à la belligérance, ce sont des faibles. Parce que quand on est fort, c'est la force des idées qui peut faire asseoir des choses durables. On ne peut pas, parce que toutes les solutions qui seront obtenues au bout du canon sont des solutions précaires. Alors que les solutions qui proviendraient des chocs des idées, qui proviendraient des dialogues, seront des solutions durables. Il n'est pas peur de l'autre. Accepter l'autre, c'est aussi discuter pour avoir un compromis, avoir un consensus minimal qui nous permet de préparer. Bientôt, il y aura les échéances en 2028. Et il faut qu'on arrive réellement à baliser le chemin, qu'on ait réellement qu'à l'issue des élections, il n'y aura plus encore des gens qui vont prendre les armes. Mais à l'issue des élections, que ça soit réellement comme les matchs de football. Que celui qui va perdre accepte le résultat et félicite l'autre. Mais pour qu'il accepte le résultat, il faut que ces élections-là se font dans la transparence, que les jeux démocratiques soient respectés. Ainsi, quand quelqu'un perd, il ne sera pas un mauvais perdant parce qu'il saura que non, au moins cette fois-ci, le peuple ne m'a pas donné, mais qu'on évite ce système-là qui consiste à les gagnants qui perd gagne. C'est-à-dire que celui qui a perdu les élections, c'est celui qui est proclamé. Celui qui a gagné les élections, c'est celui qui est mis à l'écart. Ainsi, pour arriver à ce point-là, d'abord, il faut qu'on se retrouve autour d'une table, que toutes les forces vives de la nation se retrouvent autour d'une table. Je sais qu'il y a un débat sur qui est l'initiateur, qui va initier. Oui. Ça, bon, peut-être on en parlera, mais ça, c'est la forme. Moi, le fond, c'est qu'on arrive donc le principe du dialogue. Donc le principe du dialogue ne peut pas manquer dans une république, il faut que ça s'échange. Alors, nous devons partir de quelque part. Nous sommes maintenant en train de connaître plusieurs échéances des dialogues et des processus politiques. Nous sommes en train d'attendre les élections de 2028. Alors, est-ce qu'il faut remettre ça en cause? Parce que nous sommes déjà avancés. Nous avons les institutions, le Parlement où les gens doivent discuter. Alors, pourquoi nous pensons que ce n'est pas le lieu d'aller discuter où on a opposants et membres du pouvoir pour parler? Nous devons changer de cadre. Pourquoi? Non. Changer de cadre, je ne sais pas, vous faites allusion à quoi? Non, je dis, nous on a des institutions, nous avons un Parlement. Non, il y a les institutions, mais quand les institutions n'arrivent pas, parce que nous avons les institutions, donc, une des missions principales du gouvernement, c'est de protéger l'intégrité territoriale. Oui. Mais si vous vous rappelez, moi je suis pacifiste, je ne suis pas pour la guerre. Mais les circonstances ont exigé à ce qu'on fasse la guerre pour repousser l'agresseur, repousser l'ennemi. Mais on a fait combien d'années? On a remarqué que jusqu'à présent, mais Goma, Bukavu échappe à la gouvernance du pays. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ces gens-là, nos frères qui sont là, est-ce que doit-on continuer toujours à faire la guerre? On a fait la guerre, mais on n'a pas pu. Mais il faut changer les fusils d'épaule. Ça n'a pas marché. Donc, mais pourquoi on ne peut pas discuter pour avoir moins de casse? Parce que la guerre a beaucoup de dégâts collatéraux. Mais cela ne dit pas que le fait de nous mettre autour d'une table, on remet en cause la Constitution. Non, ce n'est pas ça. Au contraire, si la guerre perdure, c'est cette guerre, vous avez l'expérience malheureuse
1997. Parce que quand ici, il y a la guerre et tout ça, et ceux qui arrivent par la force, ils ne vont pas accepter l'ordre institutionnel. Or, nous voulons préserver l'ordre institutionnel, l'ordre constitutionnel. Et je pense même que ceux qui ont pris les armes ne doivent pas chercher à remettre en cause la Constitution pour revenir à la case de départ. Nous, tout le monde, veut que la Constitution soit là, mais qu'on essaie un peu d'aménager de manière à ce que les choses se déroulent normalement et que nos frères et sœurs de Bukavu et de Goma ne croient pas qu'on les a abandonnés, qu'on ne se soucie pas d'eux, mais nous voulons que nous soyons ensemble. Moi, j'ai besoin peut-être d'aller, je suis enseignant, j'ai besoin d'aller donner cours partout à travers le pays, mais il y a des endroits où je ne peux pas parce qu'il y a la guerre. Donc, je pense, même les politiques, même les dirigeants doivent comprendre, et ils ont compris. C'est pourquoi même ceux qui, les tenants du pouvoir actuel, sont favorables au dialogue. Mais c'est peut-être les cadres. Et maintenant, si les cadres, on peut discuter, mais au moins, on a tenté partout par les étrangers. Rien de bon n'a été, mais essayons d'abord avec les princes de l'église catholique et protestante qui ont mis sur pied, qui ont initié. Moi, je pense que les procès de Kinshasa vaillent pour le moment pour que la paix durable soit au rendez-vous. Oui, on va revenir sur ces processus de Kinshasa. Est-ce que le Congo, le pays, ce sont des conflits individuels? Quand on ne s'entend pas, on fait la guerre? Ou on se fait la guerre? Ou bien quand nous avons des malentendus sur une gestion quelconque, on fait la guerre? C'est ça le principe? Non, le principe, c'est d'être tous républicains. Oui. Mais dans une république, quand les gens prennent les armes, ce sont des gens qui contestent violemment l'ordre établi. Alors, parce que même un papa, quand vous êtes dans la famille, le principe que vous obteniez l'obéissance de tous les enfants. Mais si un des enfants ne t'obéit pas, il sait c'est d'autres ton enfant, il faut chercher à les ramener dans l'ordre parental, dans l'ordre, dans les foyers. Et ça, ce n'est pas le dialogue. Mais si vous vous mettez que non, vous devez batailler avec votre propre fils parce qu'il s'est rebellé, parce qu'il ne comprend pas. Parce qu'il y aura toujours, même dans le ciel, celui qu'on appelle diable aujourd'hui. Hier, il était Lucifer. Donc, mais à un moment, il s'est rebellé contre son créateur. Et donc, la rébellion a commencé d'abord au ciel. La rébellion n'est pas une histoire ici. Mais comme il y a ça, il y a toujours moyen, parce que nous sommes des hommes, parce que nous sommes républicains, parce que nous voulons que la patrie redémarre, la patrie ou la mort. C'est qu'il n'y a pas de chose plus précieuse que la patrie. Donc, on a intérêt à arrondir les angles. Et la manière d'arrondir les angles, c'est d'être autour de nos pères de l'Église, qui, c'est là au moins, deviennent les dénominateurs communs de tous les Congolais, parce que les opposants, comme les tenants du pouvoir, demain, comme ce sera le dimanche, nous allons tous nous retrouver à l'église. Au moins là, il y a un point de jonction, l'église, parce que nous sommes un peuple profondément religieux, nous croyons en Dieu, nous croyons en Jésus, donc il n'y a pas de mal que ceux qui nous prêchent la bonne nouvelle, c'est la nouvelle aussi de la paix. Et pourquoi ne pas essayer avec eux pour voir ce que ça va donner? Oui, professeur Omeyonga, le Congo est agressé, sa partie de l'Est, sa partie Est. Ça fait 30 ans. Nous avons un problème d'invasion. L'armée rwandaise et en partie l'armée ougandaise sont dans le Congo. Vous croyez qu'il faut trouver des solutions avec l'Église? Non, je ne dis pas qu'on peut trouver des solutions avec l'Église. D'abord, il faut noter dans la géostratégie du fait que nous ayons 9 voisins. Tous les 9 voisins sont des ennemis potentiels. Aujourd'hui, on est en conflit avec Rwanda, Ouganda, Burundi. Mais demain, ça pourrait être l'Angola, ça pourrait être la Zambie. Donc, c'est pourquoi vous voyez dans la géostratégie, c'est pourquoi il faut toujours faire appel aux experts en intelligence économique pour comprendre ces choses. Mais malheureusement, en Afrique, on n'accorde pas assez d'importance au travail de l'esprit, on n'accorde pas d'importance aux intelligences, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la guerre des armes, c'est la guerre des idées et des intelligences. Donc, moi, je ne pense pas. Il y a des dimensions. Il y a les conflits en interne et les conflits au niveau international. Mais je vais vous dire, au risque de me répéter, la politique internationale est le prolongement de la politique interne. Tant qu'on n'aura pas réellement brisé la fracture interne, on ne pourra jamais se tenir debout face à l'agresseur. C'est quand on fait bloc
à l'intérieur, le camp de la patrie, quand tout le monde revient réellement patriote, républicain, et on va faire face à l'agression. Mais quand nous, parce que l'agresseur, il profite de notre faiblesse, de notre division, pour prendre certains d'entre nous, pour les instrumentaliser, pour dire que non, c'est une rébellion. Mais on sait que les rebelles, ils sont soutenus par qui? Ils ne sont pas soutenus par les Congolais, mais ils sont soutenus par les agresseurs. Alors pour couper l'herbe au pied de ces agresseurs, mettons-nous ensemble. Et quand on aura résolu nos contradictions, la contradiction, c'est moi-même, Prof. Omeonga, c'est un dialecticien constructif. La contradiction fait avancer les choses. On n'aime pas encore le monolithisme, on n'aime pas la pensée unique. On veut la contradiction, mais la contradiction, si les plans des idées, des idéologies, des programmes, voilà pourquoi le prof Omeonga veut, quand il s'agit de débats, c'est débat de société, là je viens, projet contre projet, programme contre projet, idéologie contre idéologie. Là, ce genre de débat républicain là, le prof Omeonga est partisan et je suis prêt à répondre à toute invitation pour un débat républicain. Donc, aujourd'hui, nous voulons d'abord résoudre la division interne. Même la Bible dit, une famille divisée à elle-même ne peut pas survivre. C'est le cas aujourd'hui. Vous voyez comme la division aujourd'hui a fait qu'il y ait une partie du territoire est entre les mains de l'agresseur. Donc, nous voulons d'abord revenir et après, on pourra voir maintenant la question de nos voisins pour résoudre définitivement. Mais tant qu'il y aura une division interne, nous donnons encore de l'eau, nous apportons l'eau au moulin de l'agresseur pour justifier son agression et dire que non, ce sont entre eux, la guerre est entre eux. Mais quand même les voisins, quand l'agresseur va constater que non, ceux qui sont aujourd'hui rebelles reviennent dans la case, reviennent dans la patrie, la même patrie, et défendent la même cause, je crois eux aussi, ils ne seront pas encore continuer à nous agresser parce qu'au moins, ils n'auront pas un répondant en interne. Mais aujourd'hui, ils ont un répondant en interne. Oui, professeur Nico Meyonga, nous avons deux volets de la crise congolaise. Nous avons le volet interne, pour ceux qui pensent qu'il y en a. Et il y a aussi le volet externe avec la rébellion. Avec la rébellion, nous avons trouvé que vous parlez avec le Rwanda, avec l'accord de Washington. Avec les rebelles, les familles rebelles qui sont congolo-rwandais aussi, nous avons Doha. Ça, ce n'est pas la responsabilité. Est-ce que ce n'est pas la responsabilité de l'État de mener ces négociations-là jusqu'à leur bonne fin? Non, la responsabilité, oui, c'est la responsabilité de l'État. Mais je vous dis, par exemple, Doha. Pour Doha, moi je trouve que toutes ces initiatives-là, on ne peut pas vivre à vase clos. Même la Chine, à un moment, a tenté de vivre en autarcie, mais elle a fini par souffrir. Mais aucun pays au monde n'obtiendra de l'extérieur ce qu'il ne peut pas te donner de l'intérieur. Doha, par exemple, parce que vous avez vu que non, c'est la discussion. Doha, je pense qu'il y avait, si j'étais dans la position de donner l'ordre du jour, il n'y a que 2 points à l'ordre du jour. Premier point à l'ordre du jour, cesser les faits, immédiat et sans condition. Deuxième point, la mise en œuvre de la résolution 2773. Ce n'est pas normal qu'il y ait dans un pays où on prône le respect de la souveraineté des États, et la non-ingérence, qu'il y ait une bonne partie du territoire occupé par les étrangers. Donc voilà au moins les 2 points. Mais quand on aura résolu ça, on aura obtenu des Doha, si tant est que les pourparlers continuent, et ils reviendront maintenant ici parce que la guerre a cessé, parce que les agresseurs ou les étrangers se sont retirés du territoire et on discute maintenant en interne pour trouver la solution. Mais croire que de Doha ou de Washington, on pourra obtenir la paix durable que nous recherchons, non. La paix durable, c'est la paix qui sera obtenue par toutes les forces vives de la nation, on risque de me répéter. Et quand je parle de forces vives de la nation, nous avons la société politique, c'est-à-dire les gens du pouvoir et de l'opposition, la société civile, les églises et tout ce que vous en savez, et la société savante à laquelle j'appartiens, les gens, parce que dans tous les pays du monde, la politique, c'est une affaire des meilleurs. Et les meilleurs, c'est aussi l'élite du savoir. Donc, il faut toujours, dans tout ce qu'on fait, il faut associer l'élite du savoir parce que l'élite du savoir a la prospective et sait analyser, anticiper les choses et orienter la société. Une société qui est... Il ne faut pas donner l'impression que nous sommes une société délinquante, une société qui est dirigée par des ignorants, des gens qui ne comprennent rien. Et il faut que la politique revienne vraiment, il faut que la méritocratie
soient les maîtres mots de la politique et de la gouvernance. Et là, on les retrouve des milliers d'intellectuels au milieu de la société savante. Et il faut accepter, on a longtemps célébré l'ignorance dans ce pays. Vous voyez là où ça nous a conduit. Je crois l'heure est venue de sublimer l'expertise et l'intelligence qui incarne la société savante. Ainsi, vous verrez que les choses iraient de l'avant. Mais tant qu'on continuera toujours à nous fourvoyer dans l'ignorance, nous allons encore descendre plus bas que terre. Et c'est là, Lumumba et Kasavubu, là où ils se retrouvent, si chacun est à une tombe, ils sont en train de se réunir, ils se disent que non, nous qui n'avons pas fait de grandes études, on a si préservé l'unité du pays, on a si fait ce qu'on a fait, mais comment aujourd'hui, si en accédant à l'indépendance, il n'y avait qu'une dizaine d'universitaires, mais aujourd'hui, c'est en termes de milliers. Donc aujourd'hui, c'est presque une pléthore. Mais comment on n'arrive pas à bien gérer? Parce que la politique, elle est complexe. Ça demande des gens qui ont de l'élévation, qui ont de la profondeur. Et ça, ces gens-là, ils sont rares, mais ils ne sont pas absents. Ils sont dans la faculté, ils sont dans l'université, et il faut les rechercher pour orienter. Parce que les gens croient que même les profs au Meonga ou n'importe qui parle de la société, ils croient que non, c'est pour un positionnement. Non, ce n'est pas un positionnement, parce que le pays ici nous appartient à nous tous. Nous, moi, je forme les étudiants, je forme les cadres. Je voudrais que ce que nous n'avons pas pu faire, parce que l'échec transgénérationnel, depuis 60 à 65 ans après, nous ne pouvons pas continuer à assister à un ensauvagement cruel, suicidaire, mortifère. Et l'heure est venue que les grands esprits vraiment se lèvent et comprennent que les choses doivent se faire normalement, comme dans une société des hommes normaux. Ce n'est pas normal qu'on continue toujours à censer les fossoyeurs de la République, les prédateurs, tous les délinquants financiers. Il faut qu'ils soient inquiétés et mis hors état de nuire. Donc, le prof Omeonga vient au biais de la Foménique, qui n'est pas un parti politique, c'est une organisation citoyenne, pour essayer de recréer une nouvelle société, une nouvelle élite, une élite qui s'est alliée l'éthique à l'expertise. Donc, aujourd'hui, plus que jamais, nous voulons les dirigeants de demain soient les dirigeants qui soient réellement des technopolitiques, des gens qui savent allier l'éthique à l'expertise, ce qui a manqué jusqu'ici, la déchéance morale à laquelle nous assistons dans ces derniers temps. Il faut que ça s'arrête, et la manière d'arrêter, il faut booster la jeunesse. C'est pourquoi ma cible, c'est la jeunesse, parce que je crois, comme Pareto, à la circulation des élites, et la circulation des élites passe par le renouvellement de la classe politique. Et cette classe politique ne pourra être renouvelée par la jeunesse consciencieuse et alerte, avertie, parce que je considère une jeunesse consciencieuse, éduquée, est la force d'aujourd'hui et aussi la puissance de demain. Oui, force d'aujourd'hui, puissance de demain. Nous avons deux volets de la crise congolaise qui demandent le dialogue. Nous avons l'envahissement du Congo, où l'entrée des étrangers, ça fait 30 ans que la guerre est là à l'est de la République. Nous avons des processus, Doha et Washington, tout sur base de la souveraineté du Congo que les étrangers se retirent. Et à l'interne, nous parlons dialogue, nous avons un État avec des institutions en place. Alors, qui doit convoquer un dialogue interne et qui doit en assumer les actes? Bon, qui doit convoquer? Vous voyez, ces débats-là, toujours les Congolais aiment toujours qu'ils soient les géniteurs ou tout ça. Mais quand il y a des gens qui en appellent au dialogue, qui en appellent à la cohésion nationale, je crois que les gens se disaient qu'ils se moquaient éperdument. Mais aujourd'hui, la cohésion nationale, qui autrefois était l'œuvre du président Martin Fayoulou, aujourd'hui, tout le monde s'en approprie. Le problème, ce n'est pas qui va convoquer tout ça, mais qu'on se mette d'accord qu'il y ait dialogue. Convoquer, vous voulez que ce soit, j'ai suivi M. Tshisekedi dire dans le cadre de leur deuxième congrès de l'Union sacrée, estimer que c'est lui et lui seul qui doit convoquer. Moi, ça c'est la forme. Moi, le problème de qui va convoquer, que ce soit lui qui convoque, que ce soit quelqu'un d'autre. Mais le problème, que les principes soient respectés, que ces dialogues, dans les formats tels que nous l'exigeons, il peut convoquer. Moi, je ne trouve pas, si tout dépendait de moi, il peut convoquer, mais que les participants à ce dialogue soient les forces vives de la nation, parce que la crise, elle est globale et totale.
il faut associer toutes les forces vives de la nation pour que nous ayons une solution totale et globale. Mais si on essaie de marginaliser une partie des forces vives, nous risquons d'avoir ce dialogue, mais c'est qui risque d'accoucher d'une souris, alors qu'on n'en a pas besoin. On a besoin que le dialogue accouche. Lui, il peut convoquer, mais nous savons au moins le médiateur est là. Ils n'attendent que la convocation est liée pour que les princes de l'église catholique et protestante commencent le boulot. Ils ont hâte de commencer, mais ce sont les politiques qui les bloquent. Oui, mais on va parler de quoi finalement? Parce que nous avons déjà un État et nous sommes en train d'aller progressivement vers les élections. Mais on a un État aussi que longtemps que le dialogue de Doha avance et que la souveraineté du Congo est rétablie. Nous allons retarder les élections parce qu'on n'a pas fait un dialogue. On va retarder le processus de la marche du Congo parce qu'un dialogue n'a pas été convoqué ou que les gens n'ont pas été... Non, dialogue, vous dites que l'État. Mais il y a des principes pour qu'on parle d'un État. Entre autres, il y a le principe de la souveraineté. Oui. Est-ce que la souveraineté est là? Parce que s'il y a la souveraineté, mais pourquoi d'autres parties du territoire... Nous avons déjà le volet